Et à demain. Il est 8h32, le tour des kiosques ce matin, c'est avec Pierre Pilet. Pierre, vous ouvrez... Bonjour d'abord. Bonjour à tous. Vous ouvrez votre revue de presse par ce qui est essentiel pour faire des crêpes, mais qui manque un peu aujourd'hui et la filière en déclin. Oui, on parle là de la farine et les échos ne nous jettent pas de poudre aux yeux ce matin. Les chiffres sont évocateurs. La production de près de 3 900 000 tonnes l'an dernier n'a pas suffi à couvrir les besoins du pays, à tel point que 10% des volumes ont dû être importés. Alors, où chercher les explications ? Eh bien, il faut traverser le Rhin. La concurrence allemande est forte, 28 moulins contre 14 chez nous, des outils plus automatisés, moins de taxes. Les avantages sont tels qu'une partie du blé français part aujourd'hui en Allemagne pour être moulu et revient ensuite sur notre territoire. Il y a 30 ans, la France était le premier exportateur mondial de farine, rappelle le quotidien. 1 600 000 tonnes expédiées par an. Aujourd'hui, la Turquie, avec sa transformation du blé russe, toise les autres nations. L'Association nationale de la meunerie donne des détails. La France exportait beaucoup de farine dans les années 90, surtout vers l'Afrique du Nord. Des moulins ont été vendus à ces pays. Ils ont préféré acheter du blé et produire eux-mêmes. Résultat, une vingtaine de moulins dédiés à l'export ont fermé en France au tournant des années 2000, poursuivent les échos. La filière peut tenter de se consoler avec les chiffres prévus pour la récolte de blé tendre cette année. 33 millions de tonnes selon le ministère de l'Agriculture, soit une progression de 29% par rapport à l'année dernière. Un homme espère lui faire de bonnes moissons en vue de 2027. Dominique de Villepin, le revoilà. L'opinion a passé un moment avec l'ancien ministre des Affaires étrangères. Outsider de la pré-campagne présidentielle, selon le journal. C'est un concept, comme pour rappeler que la route est encore longue avant la prochaine élection. Ses adversaires, le Rassemblement national et la France insoumise, les seules affaires de la politique. Tous les autres ne font que s'adapter en creux à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, à commencer par les Républicains, fustige Dominique de Villepin. Il ne manque pas de critiquer Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Il a rejoint la ligne Ciotti. François Bayrou, il ne fait pas de politique, il réfléchit dans le cadre imposé par Emmanuel Macron. L'ancien ministre rejette la politique twitterisée, fustige ceux qui ont un avis sur tout, met en avant sa vision. Sa vision, oui, mais laquelle ? Du fond de son projet, on ne saura pas grand-chose, hormis qu'il défend l'ordre républicain et la justice sociale, écrit l'opinion. Dominique de Villepin revendique plus de 50 000 adhérents à la France humaniste, le parti qu'il vient de créer, a publié un livre en juin, Le pouvoir de dire non, aux éditions Flammarion. Il faudra probablement des super pouvoirs pour aller chercher quelque chose auprès des électeurs. L'opinion rappelant que pour le moment, même s'il n'a pas annoncé de candidature pour l'Élysée, Dominique de Villepin plafonne à 2% d'intention de vote. 8h35 sur Radio Classique. On part au Brésil à présent, où se développe une multitude de start-up dans les favelas. Il y a plus de 12 000 quartiers informels en périphérie des villes au Brésil, selon l'Institut de statistique du pays. Face au manque de services, les entrepreneurs favelados se multiplient. C'est un reportage à retrouver dans le journal Le Monde. Entre 2022 et 2024, écrit l'envoyé spécial du quotidien, 400 000 entreprises de ces quartiers défavorisés se sont inscrites à un événement où elles peuvent exposer leurs compétences. Distribution de courrier, recherche d'emploi, comme au sud de São Paulo, où une femme a lancé une plateforme désormais surnommée le LinkedIn de la favela. Apprendre à rédiger un CV, consulter les offres, trouver des vêtements adaptés. Résultat, plus de 3 700 personnes ont trouvé un travail grâce à elle, et l'entreprise recruteuse doit ensuite verser une commission chaque mois à la start-up. Car le financement, c'est bel et bien le problème. Pourtant, les fonds publics abondent. Une entrepreneuse, par exemple, qui fabrique des produits ménagers bon marché à base d'huile recyclée, a obtenu plus de 47 000 € de subventions. On notera que le salaire moyen est d'environ 500 € par mois au Brésil, avec évidemment de très fortes disparités. Mais voilà, elle n'arrive pas, cette entrepreneuse, à mettre la main sur des investisseurs privés. Conséquence, elle n'a qu'une machine pour produire et sa dizaine de salariés ne met au jour que 100 lessives et 1200 produits vaisselle par mois. C'est aussi une question de langage, glisse un expert qui dirige une trentaine de start-up issues de ces quartiers. Très souvent, l'entrepreneur s'associe avec un investisseur, mais ils ne se comprennent pas tous les deux.
le marché parle anglais et la favela parle favelois. On quitte le Brésil, Pierre, pour changer d'échelle. Peut-on aller au bout du monde sans le montrer à tout le monde ? Question posée par le Parisien ce matin, alors qu'en ce moment les photos de petits déjeuners pris sur le toit d'un hôtel en Asie, les vidéos tournées en festival et les selfies devant les merveilles du monde affluent sur les réseaux sociaux venant d'amis, de familles ou tout simplement d'inconnus. Le Parisien nous parle donc de ces voyageurs du 21e siècle qui ne débranchent jamais, notamment ceux qui utilisent l'application Polar Steps. 15 millions d'abonnés à travers la planète. Le but, c'est de documenter son voyage. On notera que le terme donne une dimension intellectuelle discutable à la démarche. Résultat, Bastien, un jeune homme originaire de Reims, témoigne lors d'un voyage dans une forêt tropicale au Cambodge. Il s'est retrouvé avec un autre jeune qui enregistrait des messages vocaux, des notes vocales pour ses proches. Et pourtant, personne ne captait de signal sur son téléphone. Je ne comprenais pas, raconte Bastien. L'application accède à vos photos, les analyse, recrée vos parcours de vacances. Et même si certains utilisateurs y voient un intérêt pour partager leur localisation, rassurer leurs proches par exemple, eh bien d'autres, comme Charlotte, expliquent que cela crée une comparaison malsaine et une pression sociale à bien réaliser son voyage. Un expert dans la surveillance numérique, ça ne rigole pas, le confirme. Chacun veut montrer la singularité de son voyage qui peut devenir une performance, une mise en scène de soi. La performance principale étant de réussir à ne pas lasser ses collègues de retour au bureau. Marie, une infirmière de Metz, raconte un monologue qu'elle a subi. Il n'arrêtait pas de parler en me montrant toutes ces photos et vidéos prises sur différentes applications. J'ai tout vu, même le nombre de kilomètres. On imagine que pour elle aussi, la route a dû être longue. La photographie de la presse ce matin avec Pierre Pillet. Merci beaucoup Pierre. Il est 8h38 sur Radio Classique. C'est l'heure de votre podcast de l'été concocté par Augustin Lefebvre. Aujourd'hui, dans Retour vers le classique, Augustin, vous nous faites jouer à un jeu de loi un peu particulier en compagnie